Bonjour à toutes et à tous. Après ses études au collège Stanislas à Paris, où il est né en 1901, Jacques Lacan s'oriente vers la médecine tout en fréquentant les milieux surréalistes. Il s'intéresse aux troubles du langage, choisit finalement la psychiatrie et soutient sa thèse en 1932. Il entame parallèlement une analyse et devient membre adhérent de la Société psychanalytique de Paris, avant d'en être membre titulaire en 1938. Durant les années 30, il fréquente à l'École des hautes études en sciences sociales le séminaire du philosophe Alexandre Kojève, décisif pour sa formation et source de rencontres avec des personnalités très diverses, médecins ou intellectuels. C'est après la Seconde Guerre mondiale que son enseignement de la psychanalyse prend de l'importance. Son évolution théorique, du retour à Freud, à l'opposition à certains courants psychanalytiques tels que l'ego-psychologie, accompagne une scission au sein de la Société psychanalytique de Paris en 1953, début des séminaires qu'il donne jusqu'en 1979, successivement à l'hôpital Sainte-Anne, à l'École normale supérieure, puis à la Sorbonne. Jacques Lacan a donné naissance à un courant psychanalytique, le lacanisme, qui s'est développé en de nombreuses associations de psychanalystes se réclamant de son enseignement. Nonobstant des critiques, tant de la part de psychanalystes que d'intellectuels, Lacan a marqué le paysage intellectuel français et international par les disciples qu'il a suscités et par les rejets qu'il a provoqués. Les critiques, à l'instar de Karl Popper, Noam Chomsky, Alan Sokal ou encore Roger Scruton, notent une opacité du langage lacanien, une absence de validation empirique de ces théories, un manque total de rigueur scientifique et une utilisation inappropriée du langage mathématique. Certains, comme Claude Lévi-Strauss, lui reprocheront aussi une application essentiellement abstraite du structuralisme, au détriment des applications pratiques. C'est en 1953 que Lacan débute le premier des 10 séminaires de textes freudiens qu'il tiendra à Sainte-Anne. Ce séminaire fait suite à l'exposé inaugural de son enseignement Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, et Lacan choisit les écrits techniques de Freud, auxquels il ajoute l'introduction au narcissisme pour développer la théorie du transfert et de la fin de la cure, qui se déduisent de la thèse de l'inconscient structuré comme un langage. Comme il le maintiendra jusqu'à la fin de son enseignement, Lacan interroge le cœur de ce qu'est la nature de la psychanalyse, les règles techniques ne trouvant leur fondement qu'à se rapporter au sens même de la psychanalyse. Dans ces années, et cette prise de position, Lacan l'a faite sous le chef du retour à Freud, retour qui passe alors par la dénonciation des déviations de la psychanalyse issues des auteurs post-freudiens, à savoir un puritanisme croissant quant à la sexualité, une centration de la pratique sur la relation duelle qui méconnaît la fonction tierce du symbole, la parole comme médium fondamental de l'expérience. Le maître interrompt le silence par n'importe quoi, un sarcasme, un coup de pied. C'est ainsi que procède dans la recherche du sens un maître bouddhiste selon la technique zen, car il appartient aux élèves eux-mêmes de chercher la réponse à leurs propres questions. Le maître n'enseigne pas ex cathedra une science toute faite, il apporte la réponse quand les élèves sont sur le point de la trouver. Cet enseignement est un refus de tout système. Il découvre une pensée en mouvement, prête néanmoins au système, car elle présente nécessairement une face dogmatique. La pensée de Freud est la plus perpétuellement ouverte à la révision. C'est une erreur de la réduire à des mots usés. Chaque notion y possède sa vie propre. C'est ce qu'on appelle précisément la dialectique. Les déviations ayant pour fondement une théorisation du moi conçue comme fonction de synthèse, Lacan leur oppose sa propre théorie du moi, produite par l'introduction en psychanalyse de la notion du stade du miroir. La fonction imaginaire de l'ego est fondamentalement méconnaissance.
Le moi ne saurait se situer dans le monde du fait de l'aliénation dans l'image du semblable que sur le mode de la connaissance paranoïaque. L'autre du miroir est la figure captivante de la libido, mais également la figure du maître absolu, avec lequel il n'est de relation que mortelle. Seule la médiation de la reconnaissance, première formulation par Lacan, de ce qu'il introduira comme la fonction de l'autre dans le séminaire suivant, permet au sujet de se situer hors de cette relation de leurre et de destruction. Lacan introduit dans ce séminaire le schéma optique, schéma qui trouve sa forme définitive dans le texte Remarque sur le rapport de Daniel Lagache, et auquel Lacan ajoutera un développement essentiel dans le séminaire L'angoisse, en y situant la place de l'objet A comme réel. À ce moment de son enseignement, Lacan fait un pas de plus dans l'élaboration du stade du miroir, en rendant intelligibles les distinctions sujet-moi, moi idéal et idéal du moi, et donc en différenciant les incidences du symbolique et de l'imaginaire dans l'expérience analytique. Lorsque cette fonction de l'autre de la parole est atteinte, cela produit des effets essentiels sur la capacité pour un sujet de structurer son monde et ses objets à partir de l'imaginaire. Lacan en donne l'illustration dans ce séminaire avec le commentaire, qui fait date, de 2 cas d'enfants psychotiques, le cas Dick de Mélanie Klein et le cas de l'enfant au loup de Rosine Lefort. Dès lors que ces sujets ne peuvent trouver à se constituer une image du corps, ils sont livrés à un réel défini comme ce qui résiste absolument à la symbolisation. Dick n'a de contact qu'avec une béance, vivant dans un monde non humain, dès lors que le langage ne s'est pas accolé à son système imaginaire. Avec le cas de Rosine Lefort, nous avons également un sujet qui ne vit que dans le réel et n'a d'usage de la parole que réduite à un trognon. Ces cas ont la valeur d'exemplifier la fonction essentielle de la parole et la vertu de la situation symbolique de l'Édipe. Lire un séminaire de Jacques Lacan nécessite toujours de le situer dans l'époque à laquelle il a été prononcé. L'effort pour distinguer ici la dimension propre de la parole doit se comprendre en opposition à une théorie du transfert qui avait pris autorité dans la doctrine analytique post-freudienne, à savoir une conception purement duelle, venue gouverner la relation analytique, ainsi que Lacan l'écrit dans le texte issu de l'élaboration de ce séminaire. Cette conception duelle s'était traduite par l'inflation de l'usage du concept du contre-transfert dans la direction de la cure. Lacan n'y voit que la somme des préjugés de l'analyste et une pratique de l'analyse centrée sur des interprétations d'ego à ego. Contre Balint, auquel il consacre de longs développements, Lacan énonce au contraire que l'analyste doit occuper une fonction tierce qui transcende la relation duelle et permet de ne pas penser le transfert uniquement dans sa dimension imaginaire, à savoir comme obstacle, résistance, mais de se centrer sur son efficace, le transfert symbolique soutenant l'acte de la parole de l'analysant en tant qu'il change la nature des deux êtres en présence. L'analyste se doit de ne pas connaître l'autonomie de la fonction symbolique introduite dans l'homme par la présence du langage fondamentalement lié à la loi et par la voix qui le supporte. Lacan introduit à ce propos la distinction éclairante entre l'introjection et la projection. L'introjection est symbolique. Elle porte sur la loi et sa forme dégradée comme commandement isolé du reste de la loi qu'est le surmoi, alors que la projection est imaginaire. Il faut faire une place au dernier débat que Lacan soutient ici contre les post-freudiens, celui de la finalité de la cure analytique. Ceux-ci avaient postulé à la fin de l'analyse une relation à l'autre sexe moralisante et normative, qu'on trouve chez Balint sous les termes du genital love. Au-delà de la demande infantile d'amour et des traits de perversion de la sexualité, l'analyse se conclut sur une harmonie génitale et sur la fiction de satisfaction complémentaire trouvée dans l'amour par les deux partenaires. La relation génitale, pour tout dire, est sans histoire, ira même jusqu'à dire un auteur, même s'il reconnaît qu'il s'agit là d'une formulation un peu théorique.
Ce que Lacan promeut, c'est qu'au cœur de l'analyse se situe la question du désir en tant que distincte de l'amour. Le dernier sens de la parole du sujet devant l'analyste, c'est son rapport existentiel devant l'objet de son désir. Relisant Freud, Lacan rappelle combien le centre de gravité du sujet est l'histoire, une histoire trouée du fait du refoulement. Il s'agit dans l'analyse que l'analysant reconstitue l'histoire de son moi, de ses aliénations successives, afin de faire reconnaître son désir par l'émergence d'une parole pleine. La parole est cette dimension par où le désir du sujet est authentiquement intégré sur le plan symbolique, et c'est par elle que se réalise la vérité du sujet. C'est la révélation ressort dernier de ce que nous cherchons dans l'expérience analytique, aveu de l'être aux résonances heideggeriennes. Cette conception de la fin de la cure implique donc une théorie du désir susceptible de reconnaissance à la fin de l'analyse et une certaine assomption du sujet que Lacan ne maintiendra pas, notamment avec l'écriture du sujet, comme Jacques-Alain Miller a montré en quoi cette théorie du désir qui vise la reconnaissance plus que la satisfaction fait l'impasse sur la jouissance, et comment Lacan modifiera ensuite sa position. Dans l'instance de la lettre, tout d'abord, où la reconnaissance du désir laisse place au désir, métonymie du manque à être ne pouvant venir à être dit, puis dans la suite de son enseignement en déplaçant l'accent du désir à la jouissance. Ainsi Lacan le souligne, toute existence est fondée sur un univers symbolique par l'intermédiaire de la tradition et du langage. Cette dimension de la loi vient se nouer au complexe d'Oedipe. L'homme est mis en présence d'une évolution de la tradition. Les analystes sont confrontés au conflit entre ces différents registres de la loi. En conséquence, même si ce nombre de tours est nécessaire pour que l'histoire imaginaire soit réalisée dans une nomination-réintégration des désirs, ceci n'est pas pour autant accompli. Lacan signifie que ce n'est pas pour autant la fin de la cure. Ce qui a été là en haut, puis en haut prime, puis revient là en haut, doit aller se reporter d'où il vient, à savoir dans le système complété des symboles. C'est là où c'était, je dois advenir, que les différents tours vont bien au-delà de la nomination. Lacan soulève une question. Doit-on pousser notre intervention analytique jusqu'à des dialogues fondamentaux sur la justice et le courage? L'homme contemporain préfère résoudre les choses en termes de conduite, d'adaptation, de morale. Cela pose la question de la formation humaine de l'analyste. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.